Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 5 du chapitre Équations différentielles. Dans cette séance, nous verrons la notion d'équation différentielle à variables séparables. Nous vous présentons les consignes pour suivre un CM en distanciel. Ce CM va se dérouler selon une alternance de présentation du polycopié et d'exemples rédigés. Aussi, vous devrez écouter attentivement les présentations du polycopié, puis lorsque nous aborderons les exemples rédigés, vous devrez mettre en pause régulièrement pour vous donner le temps de noter l'exemple rédigé et de compléter les éventuels trous de ces exemples. Ainsi, à la fin, vous disposerez des exemples du CM rédigés sur papier et vous pourrez alors retravailler ce CM à l'aide de vos notes papier et de la version numérique du polycopié. Partie numéro 4, nous allons voir des compléments aux équations différentielles du premier ordre. Petit 1, nous présentons la notion d'équation à variables séparables. On dit qu'une équation du premier ordre est à variable séparable si elle peut se mettre sous la forme f de y dy est égal à g de t dt, où f et g désignent des fonctions réelles. En intégrant séparément les deux membres, c'est-à-dire que nous allons intégrer cette égalité en faisant apparaître un symbole intégral de chaque côté, nous faisons donc apparaître sur la gauche une intégrale en la variable y et sur la droite une intégrale en la variable t. Si nous posons ensuite grand F une primitive de petit f et grand G une primitive de petit g, nous avons donc l'égalité grand F de y est égal à g de t plus k. Donc l'objectif étant de trouver l'expression de y en fonction de t, nous allons par la suite résoudre cette équation de façon à isoler y et obtenir l'expression de y en fonction de t. Nous aurons alors obtenu l'expression générale des solutions de l'équation différentielle à résoudre. Nous allons présenter l'exemple 4.1. Nous présentons la rédaction de l'exemple 4.1. Nous commençons par une notation. Pour y est égal à f de t, si nous posons y est égal à f de t, alors y' est égal à f' de t, et f' de t, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Exemple, nous considérons y' plus 3t égale 1, qui est l'équation différentielle grand E. Et nous voulons résoudre grand E pour t appartenant à l'intervalle grand I égale grand R. Alors, nous allons utiliser une démarche qui va être compliquée, parce qu'on peut faire beaucoup plus simple, où on va chercher à faire apparaître que cette équation différentielle est à variable séparable. Donc l'objectif est surtout ici pédagogique, de montrer la philosophie de la démarche. Alors, donc nous commençons par poser y' est égal à dy sur dt, ce qui fait que cette équation, nous allons la transformer en remplaçant y par dy sur dt. Ensuite, nous allons chercher à faire apparaître les y sur la gauche et les t sur la droite. Dans un premier temps, nous allons isoler le terme dy sur dt. Ensuite, nous allons multiplier cette égalité par dt de façon à faire apparaître y tout seul. Et ensuite, nous ferons apparaître donc une fonction fois dy et une fonction fois dt. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans cette égalité, nous isolons le terme dy sur dt. Nous obtenons que dy sur dt est égal à 1 moins 3t. Puis nous multiplions le tout par dt. dy sur dt fois dt nous donne dy, qui est égal donc à 1 moins 3t, le tout fois dt. Nous pouvons remarquer que dy c'est égal à 1 fois dy, et nous verrons par la suite que cela peut être utile. Nous avons établi que cette équation différentielle peut se mettre sous la forme f de y dy est égal à g de t dt, où g de t est une fonction en t qui est égale à 1 moins 3t, et f de y est une fonction en y qui ici sera constante égale à 1. Nous pouvons donc préciser l'expression de f de y et l'expression de g de t. Dans cette égalité établit qu'il est possible de séparer la variable y de la variable t, c'est-à-dire de faire apparaître la variable y d'un même côté et la variable t de l'autre côté. Donc cette équation différentielle est bien à variable séparable. Il est possible de séparer les variables. Nous pouvons donc dire que E est une équation différentielle à variable séparable, puisque nous avons réussi à séparer les variables. Par la suite, nous allons intégrer l'égalité précédente, et nous allons intégrer cette égalité. Nous dirons que intégrale de f de y est égale à intégrale de g. Nous remplaçons f de y par son expression, g de t par son expression, et nous déterminerons donc une primitive par rapport à y, et ensuite une primitive par rapport à t.
Et comme ça tout se passera bien, nous trouverons donc ici directement y. Et ensuite, nous verrons que nous aurions pu procéder de manière beaucoup plus rapide en intégrant directement, ce que vous pourrez faire ici. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de la compléter, puis la relancer pour la rédaction. Nous avons établi que f de y est égal à 1 et que g de t est égal à 1 moins 3t. Ensuite, nous intégrons cette égalité, ce que nous écrivons ici. Nous remplaçons f de y par son expression qui vaut 1 et g de t par son expression qui vaut 1 moins 3t. Nous calculons une primitive de y de 1 par rapport à y, une primitive de 1 par rapport à y est donnée par y. Une primitive de 1 moins 3t par rapport à t est donnée par t moins 3 demi-t carré. Et nous ajoutons une constante k, avec k qui appartient à grand R. Alors nous avons pu faire apparaître une constante k1 à gauche, écrire y plus k1, et à droite écrire donc t moins 3 demi-t carré plus k2, et ensuite on aurait pu regrouper les constantes en écrivant donc k2 moins k1. Donc c'est plus simple, directement on écrit une constante que d'un seul côté, ça suffit. Alors, nous avons donc ainsi déterminé l'expression de y en fonction de t. Nous avons déterminé la solution générale de l'équation différentielle grand E. Mais on peut voir qu'on aurait pu être beaucoup plus rapide et ne pas passer par la notion d'équation variable séparable en remarquant que y' plus 3t égale 1 est équivalent à dire que y' est égal à 1 moins 3t. Ce qui veut dire que y est une primitive de 1 moins 3t. Et nous savons que l'expression des primitives de 1 moins 3t est donnée par t moins 3 demi-t carré plus une constante k. Voilà. Donc on pouvait être beaucoup plus rapide. L'objectif de cette démarche était surtout de présenter la philosophie de la notion d'équation variable séparable. Nous allons présenter un second exemple. Dans cet exemple, nous aurons besoin de la primitive suivante qui nous dit que les primitives de 1 sur 1 plus x carré sont données par la fonction a tangente x plus une constante réelle petit k. Nous considérons ensuite l'équation différentielle grand E définie par 3ty' est égal à 1 plus y carré avec t qui appartient à l'intervalle grand I qui est égal à l'intervalle fermé 1 exponentielle pi. Alors nous posons la question, E est-elle la variable séparable? Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que cette équation différentielle est du premier ordre, mais qu'elle n'est pas linéaire. Effectivement, le y carré entraîne que cette équation différentielle n'est pas linéaire. Nous ne pouvons donc pas ici appliquer la méthode que nous aurons pu voir avec les équations différentielles linéaires du premier ordre. Alors donc on se pose la question, E est-elle la variable séparable? Donc commençons par poser y' qui est égal à dy sur dt, et donc nous allons remplacer dans l'équation différentielle y' par dy sur dt. Alors nous allons commencer par tout multiplier par dt de façon à séparer le dy du dt. Ensuite nous multiplierons l'équation obtenue par 1 sur 1 plus y carré. Puis nous multiplierons par 1 sur 3t, et nous aurons alors réussi à séparer les variables, à faire apparaître d'un côté une expression en la variable y, de l'autre côté une expression en la variable t, de la forme donc f de y dy et g de t dt, et nous préciserons donc l'expression de f de y et l'expression de g de t, et nous pourrons conclure que E est alors une équation à variable séparable. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous considérons cette égalité, nous la multiplions par dt. Alors à gauche, dy sur dt fois dt va nous donner dy, et ensuite 1 plus y carré multiplié par dt nous donne 1 plus y carré le tout fois dt. Donc l'objectif est de regrouper les y du même côté et les t de l'autre. Alors comme ici 1 plus y carré est avec le dt qu'on préférait qu'il soit avec le dy, nous allons multiplier effectivement par 1 sur 1 plus y l'égalité. Nous obtenons alors 3t sur 1 plus y carré dy est égal à 1 fois dt. Et le 3t, ici, nous préférions qu'il soit le dt, donc nous allons multiplier par 1 sur 3t. Nous obtenons alors 1 sur 1 plus y carré dy est égal à 1 sur 3t dt. Nous faisons apparaître une égalité de la forme f de y dy est égal à g de t dt, avec f de y est égal à 1 sur 1 plus y carré, g de t qui est égal à 1 sur 3t. Nous avons ainsi établi que notre équation différentielle est à variable séparable. Nous avons établi que l'équation différentielle 3ty' est égal à 1 plus y carré peut se mettre sous la forme f de y dy est égal à g de t dt avec f de y est égal à 1 sur 1 plus y carré et g de t qui est égal à 1 sur 3t. Nous allons donc intégrer cette égalité. Nous obtenons alors donc intégrale de f est égal à intégrale de g. Nous remplaçons f de y par son expression, nous remplaçons g de t par son expression, nous déterminons une primitive de la fonction y par rapport à y.
Pour cela, nous rappelons que les primitives de 1 sur 1 plus x carré sont données par arithmétique plus une constante réelle k. Et nous déterminerons donc une primitive par rapport à t de la fonction en t. Ensuite, comme nous verrons apparaître une valeur absolue, nous chercherons à voir si nous pouvons la retirer. Alors, comme t appartient à l'intervalle grand I, qui est égal à l'intervalle fermé 1 exponentielle pi, nous avons donc forcément que t est strictement positif. Et nous connaissons la valeur absolue d'une expression positive, nous savons que c'est elle-même. Nous pourrons donc retirer les valeurs absolues dans le logarithme. Ensuite, nous obtiendrons donc une expression y qui sera égale à une expression en t. Nous chercherons à isoler y, et pour cela, nous rappelons que pour tout y appartenant à grand R, tangente de artangente y est égale à y. Donc, pour isoler y, nous composerons cette égalité par la fonction tangente. Donc, tangente du premier membre égale tangente du second membre. Et nous pourrons alors voir apparaître y et avoir l'expression en t de y. Nous aurons alors résolu l'équation différentielle grand E. Mais pour s'assurer que tout est bien défini, nous préciserons que la constante k prise devra être de sorte que l'expression en t qu'il y a dans tangente est toujours différente de pi sur 2 modulo pi sur grand I, parce que vous savez que la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2 modulo pi. Vous pouvez prendre le temps de mettre cette vidéo en pause afin de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que f de y est égal à 1 sur 1 plus y carré et que g de t est égal à 1 sur 3t. Nous déterminons une primitive de 1 sur 1 plus y carré. Nous savons qu'une primitive de 1 sur 1 plus y carré est donnée par tangente x, donc une primitive de 1 sur 1 plus y carré est donnée par artangente y. Ensuite, nous voulons une primitive de 1 sur 3t. Nous remarquons que 1 sur 3t c'est aussi 1 tiers fois 1 sur t. Donc une primitive de 1 sur 3t est donnée par le facteur constant 1 tiers fois une primitive de 1 sur t. Nous savons qu'une primitive de 1 sur t est donnée par ln de valeur absolue de t et nous ajoutons une constante réelle k. Alors, nous voulons savoir si t est un signe constant pour voir si nous pouvons retirer la valeur absolue. Alors nous savons que t appartient à l'intervalle grand I qui est égal à l'intervalle fermé 1 exponentielle pi. Donc t est toujours strictement positif sur grand I. T est positif et nous savons que la valeur absolue d'une grandeur positive est elle-même, ainsi la valeur absolue de t est égale à t. Nous pouvons donc dire que tangente y est égale à 1 tiers ln de t plus k. Pour isoler y, nous composons l'égalité par la fonction tangente. Nous avons ainsi tangente de tangente y est égale à tangente de 1 tiers ln de t plus k. Et nous savons que tangente de tangente y est égale à y. Nous obtenons ainsi que y est égal à tangente de 1 tiers ln de t plus k. Nous avons ainsi déterminé l'expression en t de y. Nous savons donc que ceci est la solution générale de l'équation différentielle grand E. Et nous précisons que la constante k doit vérifier que 1 tiers ln de t plus k est différent de pi sur 2 modulo pi pour t appartenant à grand I, de sorte que cette expression soit bien définie. Nous avons résolu ainsi l'équation différentielle grand E. Exemple, nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y' moins ty est égal à 0 avec la variable t qui appartient à l'intervalle I grand R. Et nous voulons déterminer les solutions de E qui sont strictement positives. Alors, nous allons poser y' égale dy sur dt car nous allons tenter d'établir que l'équation différentielle E est bien à variable séparable. Alors, nous allons remplacer y' par dy sur dt. Nous allons multiplier l'égalité par dt de sorte à séparer dy de dt. Nous allons ensuite multiplier par 1 sur y afin de séparer les variables. Donc nous reconnaîtrons que nous aurons établi une égalité de la forme f de y est égal à g de t dt. En précisant l'expression de f de y et l'expression de g de t, nous aurons ainsi établi que E est à variable séparable. Puis nous appliquerons la même méthode que précédemment, c'est-à-dire que nous intégrerons cette égalité de sorte à pouvoir exprimer y en fonction de t. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. À partir de cette égalité, nous isolons dy sur dt. Nous obtenons ainsi que dy sur dt est égal à ty. Nous multiplions ensuite cette égalité par dt, nous obtenons alors que dy est égal à ty fois dt. Nous multiplions ensuite par 1 sur y, ce qui nous donne donc 1 sur y fois dy est égal à t fois dt. Donc nous reconnaissons une égalité de la forme f de y dy est égal à g de t dt, avec f de y est égal à 1 sur y et g de t qui est égal à t. Nous avons ainsi établi que l'équation différentielle grand E est à variable séparable. Nous avons établi que cette équation différentielle peut se mettre sous la forme f de y dy est égal à g de t dt, avec f de y est égal à 1 sur y et g de t qui est égal à t. Nous allons par la suite intégrer cette égalité. Nous allons voir apparaître donc intégrale de f est égale à intégrale de g.
Nous allons remplacer f de y par son expression y, nous allons remplacer g de t par son expression en t. Nous allons déterminer une primitive de f de y par rapport à y, une primitive g de t par rapport à t. Nous ferons apparaître la constante k à gauche. Ensuite, comme nous cherchons les solutions y strictement positives, et que nous verrons apparaître dans le ln la valeur absolue de y, nous pourrons donc retirer les valeurs absolues. Et nous pourrons donc en déduire ln de y en fonction de t, et si nous avons ln de y en fonction de t, nous pourrons déduire y en fonction de t. Et ensuite, nous ferons apparaître exponentielle k en facteur de l'expression en t. Nous poserons lambda égale exponentielle k, et comme exponentielle k est une valeur strictement positive pour k appartenant à grand R, nous pourrons dire que lambda appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans cette égalité, nous remplaçons f de y par son expression qui est 1 sur y. Nous remplaçons g de t par son expression qui est t. Nous savons qu'une primitive de 1 sur y est donnée par ln de valeur absolue de y. Nous savons qu'une primitive de t est donnée par t carré sur 2, et nous ajoutons une constante k d'intégration, avec k qui appartient à grand R. Nous voyons apparaître une valeur absolue, nous cherchons à voir si nous pouvons la retirer. Nous savons que nous cherchons les solutions y strictement positives, donc dans ce cas, la valeur absolue de y sera bien égale à y. Nous pouvons ainsi écrire que ln de y est égal à t carré sur 2 plus k, ce qui donne donc que y est égal à exponentielle de l'expression, c'est-à-dire exponentielle t carré sur 2 plus k. Nous savons que exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Nous pouvons donc écrire que exponentielle t carré sur 2 plus k, c'est aussi exponentielle k fois exponentielle t carré sur 2. Afin d'alléger la notation, nous pouvons remplacer l'exponentielle k par lambda, en posant lambda égale exponentielle k. Et nous savons que lorsque k décrit grand R, donc exponentielle k étant une valeur positive, décrit l'intervalle 0 plus infini ouvert. Donc dire que y est égal à exponentielle k fois exponentielle t carré sur 2 avec k qui appartient à grand R, c'est équivalent à dire que y est égal à 1 réel lambda fois exponentielle t carré sur 2 avec lambda qui appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Nous avons ainsi résolu l'équation différentielle E avec la contrainte y strictement positive. Nous aurions pu utiliser une autre démarche et reconnaître que l'équation différentielle grand E est une équation différentielle linéaire du premier ordre et sans second membre. Et nous savons résoudre ce genre d'équation. Nous savons qu'il faut dans un premier temps déterminer une fonction phi de sorte que phi' de t soit égal à alpha de t sur intervalle grand I. C'est-à-dire nous cherchons une fonction phi qui soit une primitive de la fonction alpha, c'est-à-dire nous cherchons une primitive de la fonction moins t. Nous savons déterminer une primitive de moins t. Et ensuite, nous dirons que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda exponentielle moins phi de t, avec lambda qui appartient à grand R, et nous remplacerons phi de t par l'expression obtenue, pour ainsi avoir les solutions de l'équation différentielle grand E. Mais nous ne voulons pas toutes les solutions, nous voulons que les solutions qui vérifient y strictement supérieur à 0. Alors nous allons établir que la contrainte y de t supérieure à 0 sur grand I entraîne une contrainte sur lambda que nous préciserons. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous avons posé alpha de t égale moins t, donc où alpha de t est le facteur de y, et nous voulons déterminer une primitive de moins t. Nous savons qu'une primitive de moins t est donnée par moins t carré sur 2, ainsi phi de t égale moins t carré sur 2 convient. Et ensuite, dans l'expression y est égal à lambda exponentielle moins phi de t, nous remplaçons phi de t par moins t carré sur 2. Nous aurons ainsi moins t carré sur 2, ce qui nous donne t carré sur 2. Ainsi, nous savons que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y de t égale lambda exponentielle t carré sur 2 avec lambda qui appartient à grand R. Mais nous cherchons les solutions strictement positives. Alors nous allons dire que y de t strictement positive sur grand I, c'est équivalent à dire que lambda exponentielle t carré sur 2 soit strictement positif sur grand I. Mais comme le terme exponentielle t carré sur 2 est strictement positif, car nous savons qu'exponentielle est strictement positif, donc dire que ce produit est strictement positif est équivalent à dire que lambda est strictement positif sur grand R. Donc ainsi, y de t est strictement positive si et seulement si le facteur lambda est strictement positif. Nous avons établi que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y de t égale lambda exponentielle t carré sur 2 avec lambda qui est une constante réelle.
Mais nous cherchons les solutions de E qui sont strictement positives, c'est-à-dire les solutions qui vérifient qu'avec de T strictement positif pour tout T appartenant à grand I. Nous avons établi que cette condition est vérifiée si et seulement si lambda est strictement positif, c'est-à-dire si et seulement si lambda appartient à un intervalle ouvert à 0 plus infini. Donc les solutions recherchées sont les fonctions de la forme y de t égale lambda exponentielle t carré sur 2 avec lambda qui appartient à l'intervalle 0 plus infini, et nous retrouvons bien les solutions obtenues à l'aide de la première démarche. Fin de cet exemple. Partie 5, nous allons voir que les équations différentielles peuvent s'appliquer à la mécanique. L'objectif de cette partie est d'étudier le mouvement dans le plan de solides assimilables à des masses ponctuelles. Alors, on unit le plan d'un repère normal OIJ, et nous supposerons que le centre O de ce repère est un référentiel galiléen. Petit 1, nous allons présenter les notions de cinématique que sont le vecteur vitesse et le vecteur accélération. On considère un point M se déplaçant dans le plan, et nous considérons le vecteur position du point M à l'instant T. Donc le vecteur position, c'est le vecteur OM à l'instant T, en considérant le point M par rapport à sa position à l'instant T. Et donc ce vecteur est le vecteur de composante x de t, y de t, où x de t est l'abscisse du point M en fonction du temps, et y de t est l'ordonnée du point M en fonction du temps. Alors, le vecteur vitesse du point M à l'instant t est donné par le vecteur v de t, qui est égal à la dérivée du vecteur OM de t, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc c'est donc la dérivée par rapport au temps du vecteur de composante x de t, y de t. Et ça, c'est le vecteur de composante dérivée de x de t par rapport au temps et dérivée de y de t par rapport au temps. En fait, quelque part, on va multiplier chacune des composantes par d sur dt, par l'opérateur différentiel d sur dt. Nous obtenons ainsi les composantes du vecteur vitesse. En mécanique, on utilise les notations suivantes, à savoir que la dérivée de x de t par rapport au temps est notée x point de t au lieu de x' de t, et de même, la dérivée de y de t par rapport au temps est notée y point de t au lieu de y' de t. Ainsi, le vecteur vitesse est le vecteur de composante x point de t, y point de t. Et nous rappelons que l'intensité de la vitesse se mesure en mètres par seconde. Le vecteur accélération du point M à l'instant t est le vecteur noté a de t, qui est en fait la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Nous avons vu que le vecteur vitesse avait pour composante x point de t, y point de t, où x point de t désigne la dérivée de x de t par rapport au temps, y point de t la dérivée de y de t par rapport au temps. Donc nous voulons dériver ce vecteur. Pour cela, nous allons appliquer l'opérateur dérivation donc à chacune des composantes. Nous voulons donc apparaître que le vecteur accélération est le vecteur de composante donc en abscisse dérivée de x point de t par rapport au temps, et en ordonnée dérivée de y point de t par rapport au temps. Et nous allons utiliser la notation suivante qui nous dit que la dérivée de x point de t par rapport au temps, c'est x point de t, et la dérivée de y point de t par rapport au temps est donc y point de t, qu'on peut dire aussi y2 point de t. Ainsi, le vecteur accélération s'écrit a de t qui est égal à x2 point de t, y2 point de t, où x2 point de t correspond à la dérivée seconde de x de t par rapport au temps, et y point de t correspond à la dérivée seconde de y par rapport au temps. Nous rappelons que l'intensité de l'accélération se mesure en mètres secondes moins 2. En exemple, nous considérons à l'instant t égale 0 une particule qui est au repos à l'origine. Ensuite, on lui applique pendant 10 secondes une accélération de 2 mètres secondes moins 2 en abscisse et de 3 mètres secondes moins 2 en ordonnée. Et on se pose la question, quelle sera la vitesse de la particule au bout de 10 secondes et quelle sera sa position au bout de 10 secondes. Nous allons présenter cela dans l'exemple 5.1. Nous présentons la rédaction de l'exemple 5.1. Nous notons grand M de t, la position à l'instant t de la particule. Nous notons x de t, l'abscisse à l'instant t de cette position, et y de t, l'ordonnée à l'instant t de cette position. Ainsi, le point M de t est le point de composante en abscisse x de t et ordonnée y de t. Nous savons que l'accélération est constante et qu'elle vaut 2 mètres secondes moins 2 en abscisse et 3 mètres secondes moins 2 ordonnée. Cette accélération, nous la notons grand A, ainsi grand A est le vecteur de composante de 3. Nous considérons un repère orthonormé.
Nous notons grand O l'origine de ce repère. Nous savons que le point M est à l'instant t égale 0 en grand O. Et nous allons lui appliquer une accélération constante grand A de composante 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Ainsi, le mouvement de la particule va être un mouvement rectiligne le long de la droite passant par l'origine O et dirigé par l'accélération grand A. Nous notons un grand M à l'instant t, nous le positionnons sur la droite et nous faisons ainsi apparaître x de t son abscisse à l'instant t et y de t son ordonnée à l'instant t. Ainsi le vecteur position, le vecteur OM de t et le vecteur de composante x de t, y de t. À l'instant t égale 0, nous savons que M est en l'origine, c'est-à-dire M est au point grand O de coordonnées 0 en abscisse, 0 en ordonnée. Ainsi, nous savons que x de 0, donc l'ordonnée, l'abscisse du point M à l'instant t égale 0 est égal à 0, et y de 0, qui est l'ordonnée à l'instant t égale à 0, est égal à 0. Nous allons dans un premier temps chercher à déterminer le vecteur vitesse, qui a pour composante x point de t, y point de t, où ces deux composantes sont mesurées en mètres par seconde. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, la particule est au repos, c'est-à-dire que son vecteur vitesse est nul, c'est-à-dire que le vecteur vitesse à l'instant t égale 0 vaut le vecteur nul. Or, le vecteur vitesse à l'instant t égale 0 peut s'exprimer donc en remplaçant t par 0 dans les deux composantes x point de t, y point de t. Nous obtenons ainsi que le vecteur vitesse à l'instant t égale 0, c'est aussi le vecteur de composante x point de 0, y point de 0. Et ce vecteur doit être égal au vecteur nul, qui est le vecteur de composante 0 et 0. Ainsi, nous devons avoir que x point de 0 est égal à 0, et y point de 0 est égal à 0. Nous savons que pour t compris entre 0 et 10 secondes, nous allons appliquer à la particule un vecteur accélération grand A. Et nous savons que le vecteur accélération est aussi égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire que le vecteur vitesse est une primitive du vecteur accélération par rapport au temps. Nous notons donc v de t est égal à intégrale du vecteur accélération par rapport au temps. C'est-à-dire que v de t est une primitive par rapport au temps du vecteur de composantes 2 et 3, et nous savons que lorsque nous appliquons l'opérateur intégration à un vecteur, en fait nous allons appliquer l'opérateur intégration à chacune des composantes du vecteur. Ainsi, v de t est le vecteur de composante intégrale de 2 par rapport au temps et intégrale de 3 par rapport au temps. Comme nous savons déterminer une primitive de 2 par rapport au temps et une primitive de 3 par rapport au temps, nous pourrons donc donner l'expression des composantes du vecteur vitesse en fonction du temps et de deux composantes d'intégration K1 et K2 que nous allons chercher à déterminer. Pour déterminer K1 et K2, nous utiliserons la condition initiale. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, le vecteur vitesse est égal au vecteur nul, c'est-à-dire au vecteur de composantes 0 et 0. En parallèle, nous exprimerons le vecteur vitesse à l'instant t égale 0 en remplaçant t par 0 dans les expressions en t des composantes. Nous obtiendrons ainsi l'expression du vecteur vitesse en fonction de K1 et K2, et ensuite nous déterminerons les valeurs de K1 et K2 pour que ce vecteur soit égal au vecteur nul. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous savons qu'une primitive de 2 par rapport au temps est donnée par 2t plus une constante K1, et une primitive de 3 par rapport à t est donnée par 3t plus une constante K2. Nous voulons déterminer K1 et K2. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, le vecteur vitesse à l'instant t égale 0 est égal au vecteur de composante nul, au vecteur nul de composante donc 0 et 0. Et si nous remplaçons t par 0 dans l'expression du vecteur vitesse, nous trouvons que v de 0 est aussi égal à 0 plus K1 et 0 plus K2. Et donc ce vecteur sera égal au vecteur nul, c'est seulement si nous avons à la fois K1 qui est égal à 0 et K2 qui est égal à 0. Nous avons ainsi établi que le vecteur vitesse à l'instant t est le vecteur de composante en abscisse de t et en donnée 3t car les composantes K1 et K2 sont nulles. Et ceci pour t compris entre 0 et 10 secondes. Nous pouvons alors déterminer le vecteur vitesse à l'instant t égale 10 secondes. Il suffit tout simplement de remplacer t par 10 secondes. Nous obtiendrons ainsi les composantes en abscisse et en donnée du vecteur vitesse à l'instant t égale 10 secondes. Ensuite, nous allons chercher à exprimer les composantes du point M à l'instant t pour t compris entre 0 et 10 secondes. Pour cela, nous allons utiliser la relation entre le vecteur vitesse et le point M à l'instant t, c'est-à-dire entre le vecteur vitesse et le vecteur position à l'instant t. Nous savons que le vecteur vitesse est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM de t. Donc ce qui veut dire que le vecteur position est aussi une primitive par rapport au temps
du vecteur vitesse, c'est-à-dire que nous allons noter intégrale du vecteur vitesse par rapport au temps. Et nous savons que lorsque nous appliquons l'opérateur intégral à un vecteur, en fait nous allons appliquer l'opérateur intégral à chacune des composantes de ce vecteur. Nous devrons ainsi déterminer une primitive de l'abscisse du vecteur vitesse par rapport au temps et une primitive de l'ordonnée du vecteur vitesse par rapport au temps. Nous ferons apparaître des constantes d'intégration K1 et K2 que nous chercherons par la suite à déterminer. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Pour calculer le vecteur vitesse à l'instant t égale 10 secondes, nous remplaçons t par 10 dans l'expression de l'abscisse et de l'ordonnée. Nous obtenons ainsi en abscisse 2 fois 10, c'est-à-dire 20 mètres par seconde, et en ordonnée, donc 3 fois 10, c'est-à-dire 30 mètres par seconde. Ensuite, nous allons déterminer les composantes du point M à l'instant t. Nous savons que le vecteur position à l'instant t est obtenu en intégrant le vecteur vitesse, c'est-à-dire en intégrant le vecteur de composantes 2t et 3t, et lorsqu'on intègre un vecteur, en fait, on intègre chacune de ses composantes. Ainsi, nous devons déterminer une primitive de t, qui est donnée par t carré plus une constante k1, et une primitive de 3t donnée par 3 demi t carré plus une constante k2. Il nous faut maintenant déterminer k1 et k2. Nous avons établi que le vecteur position à l'instant t a pour composante en abscisse t carré plus une constante k1 et en donnée 3 demi t carré plus une constante k2. Nous voulons déterminer k1 et k2. Pour cela, nous utilisons les conditions initiales. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, la particule est à l'origine, c'est-à-dire que le point M à l'instant t égale 0 est égal à l'origine grand O. D'où, lorsque nous voulons déterminer le vecteur position à l'instant t égale 0, nous avons juste à remplacer grand M par sa position à l'instant t égale 0 qui est l'origine. Nous tenons ainsi le vecteur OO, et le vecteur OO est le vecteur nul, le vecteur de composante 0 en abscisse, 0 ordonnée. Nous pouvons ensuite exprimer le vecteur position à l'instant t égale 0 en utilisant les expressions en t de l'abscisse l'ordonnée. C'est-à-dire que nous allons remplacer t par 0, et ainsi nous obtiendrons donc un vecteur qui s'exprimera à l'aide des composantes K1 et K2. Et ensuite, nous déterminerons les valeurs de K1 et K2 pour que ce vecteur obtenu soit bien égal au vecteur de composante nulle, c'est-à-dire au vecteur nul. Ainsi, une fois que nous aurons K1 et K2, nous pourrons donner les expressions de l'abscisse et de l'ordonnée en fonction du temps du vecteur position. Et à partir du moment où nous avons les composantes du vecteur position, nous avons aussi les composantes du point M à l'instant t, puisque ce sont les mêmes composantes. Nous pourrons alors calculer les composantes du point M à l'instant t pour t égale 10 secondes en remplaçant donc t par 10 dans les expressions en t de la piste ordonnée, et nous connaîtrons ainsi la position de la particule à l'instant t égale 10 secondes. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous calculons le vecteur position à l'instant t égale 0, en remplaçant donc t par 0 dans l'expression en t de l'abscisse l'ordonnée. Alors, en abscisse, si nous remplaçons t par 0, ça nous donne 0 carré plus k1, c'est-à-dire 0 plus k1. En ordonnée, si nous remplaçons t par 0, ça nous donne donc 0 carré fois 3,5, c'est-à-dire 0 plus k2. 0 plus k2, ce qui nous donne donc le vecteur de composantes k1 et k2. Mais nous voulons que le vecteur position à l'instant t égale 0 soit égal au vecteur nul, c'est-à-dire au vecteur de composantes 0 et 0. Donc le vecteur de composantes k1 et k2 sera égal au vecteur de composantes 0 et 0, si et seulement si k1 est égal à 0 et k2 égale 0. Nous pouvons alors donner l'expression du vecteur position en fonction de l'instant t, c'est-à-dire qu'en l'ordonnée nous avons donc t carré car k1 vaut 0, et en ordonnée nous avons 3 demi t carré car k2 vaut 0. Et comme le point M de t a la même composante que le vecteur OM de t, nous avons donc que le point M à l'instant t a pour abscisse t carré et pour ordonnée 3 demi t carré, pour t compris entre 0 et 10 secondes. Alors ensuite, nous voulons calculer la position au bout de 10 secondes, donc pour ça nous allons remplacer t par 10. Alors si nous remplaçons t par 10 en abscisse, ça nous fait 10 au carré, et en ordonnée ça nous fait donc 3 fois 10 au carré sur 2. Nous trouvons ainsi en abscisse donc 100 mètres, et en ordonnée, donc ça nous fera 300 sur 2, c'est-à-dire 150 mètres. Donc au bout de 10 secondes, la particule a atteint la position définie par une abscisse de 10 mètres et une ordonnée de 150 mètres. Fin de cet exemple et fin de cette séance.